Je m'appelle Mario Pezzini, je suis le directeur du Centre de développement de l'OCDE et je suis très heureux d'être ici avec vous et avec mes amis avec qui on discute régulièrement, mais on veut le faire avec vous cette fois en discutant de ce thème et de ce sujet crucial. Je vais les présenter, mais je sont très connus en vérité, chaque fois que je vais poser des questions. Et vous savez quel est le thème? C'est le développement soutenu, inclusif, durable et équilibré du Togo. Un thème très important, un thème qui se situe à l'intérieur d'un débat général qui est riche d'initiatives politiques. On l'a entendu dans les discours qu'ils ont ouverts ce forum crucial, c'est-à-dire d'un côté des soucis économiques tels que le ralentissement économique, de l'autre côté une série d'initiatives, par exemple de l'Union européenne, le vice-président, il nous rappelait maintenant de l'initiative Afrique-Europe reprise dans son discours par le président, mais aussi le New Development Consensus de l'Union européenne qui indique de nouvelles pistes pour améliorer la coopération internationale. C'est évident que cela sont des dimensions internationales et après il y a des initiatives nationales. Le PND a été rappelé plusieurs fois et on vient de voir aussi un film qui y fait référence. Donc dans ce contexte général, où est-ce qu'on situe par exemple l'Afrique et à l'intérieur de l'Afrique le Togo? C'est évident que quand on regarde aux chiffres, le ralentissement est global, mais il ne s'affirme pas de la même façon dans les différentes régions. Alors qu'en Asie du Sud-Est, on continue à avoir des taux de croissance de 5-6%, en Amérique latine, est difficile d'arriver à 1%. L'Afrique se situe entre ces deux contextes. Et surtout, l'Afrique se situe dans le contexte international avec des énormes opportunités de développement. Alors moi, je voudrais commencer ce débat en demandant à Carlos Lopez de nous faire un petit peu le cadre de quelle est l'action publique en particulier qui est faite. Pourquoi je demande à Carlos? Je demande à Carlos parce que Carlos est une autorité dans la matière, pas seulement du point de vue intellectuel, mais pour les charges qu'il a recouvertes à plusieurs reprises en Afrique, par exemple comme Executive Director de l'UNECA. Et donc Carlos a cette vue générale des initiatives publiques et des défis et opportunités qui se posent au continent. Donc, dans ces défis généraux, où est-ce que Carlos, tu vois la position que le Togo il pourrait prendre? Merci Mario. Je remercie à tous d'être là et particulièrement au président d'avoir vraiment cadré très bien la question qui se pose en termes de développement pour un pays comme le Togo. Il y a trois tendances qui influencient le développement en Afrique. On peut les appeler les méga-tendances. Il y a la tendance démographique, la tendance climatique et la tendance technologique. Dans chacune de ces trois tendances, nous avons des implications majeures pour l'ensemble du continent. Démographiquement, nous sommes le continent le plus jeune et celui qui a la courbe démographique la plus importante, le taux d'urbanisation le plus soutenu, etc. Donc nous avons vraiment des défis énormes pour création d'emplois, absorption d'une jeunesse qui est vraiment représentative non seulement comme un bien public africain, mais un bien public mondial. Parce que de plus en plus, avec le vieillissement de la population dans les autres continents, nous avons un réservoir de jeunesse. Nous avons la tendance climatique, où l'Afrique est déjà le continent qui souffre le plus, mais où nous avons énormément de potentiel, parce que de plus en plus, surtout dans le secteur énergétique et de certaines transformations qui sont possibles grâce au développement et à la connaissance actuelle, nous devons passer du stade où nous sommes un continent d'adaptation au changement climatique à un continent qui participe à la solution du changement climatique. Et là, par exemple, nous voyons utilisation d'énergies renouvelables, industrialisation par un retardataire dans la matière permet de dépasser un certain nombre d'étapes et d'aller directement à l'industrialisation verte, etc. Et nous avons la question technologique, où l'Afrique, bien sûr, est très souvent catégorisée comme étant vraiment
très en retard, parce que les patentes, la propriété intellectuelle, les développements et l'innovation sont concentrés dans très peu de centres dans le monde, mais où les gens oublient que l'Afrique, avec sa jeunesse, a une capacité d'adaptation aux nouvelles technologies beaucoup plus grande que dans d'autres régions du monde, parce que nous avons justement ce qu'on appelle les digital natives. Ils seront de plus en plus africains à cause de l'âge et à cause des caractéristiques spécifiques du continent. Donc, dans chacun de ces méga-tendances, il y a des possibilités, il y a des défis. Pour l'instant, on a tendance à voir beaucoup plus les défis que les opportunités. Et la raison, c'est parce que les pays ont besoin de faire beaucoup de réformes, d'aller dans une grande vitesse dans la transformation pour pouvoir vraiment bénéficier des opportunités. Et là, nous pouvons diviser les pays en deux catégories. Il y a les pays réformateurs et il y a les pays rentiers. Les pays rentiers, c'est des pays qui vivent un peu de la rente. Nous avons 35 pays en Afrique qui sont hautement dépendants des matières premières. Ça, c'est vraiment un désastre parce que ça ne permet pas la transformation. Et nous avons des pays qui sont en train de montrer qu'ils peuvent faire des réformes assez vite et donc ils entrent dans une catégorie qui est complètement différente où nous voyons plutôt les opportunités. Bon, voilà un peu le cadre et je pense que c'est clair que le Togo est dans la catégorie des réformateurs actuellement. Parce que, ne serait-ce qu'en voyant les indicateurs, quelques-uns ont été référés ici, le fait que la Banque mondiale, au Millennium Challenge Corporation des États-Unis, au Mo Ibrahim Index, montrent que le Togo est parmi les pays qui ont le plus grand nombre de réformes et qui avancent le plus vite dans les indicateurs. Mais nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons dire par exemple que le Togo vient de recevoir sa classification BB par des agences de classification, que le Togo est le premier port en eau profonde grâce justement à des investissements soutenus du secteur privé et à une transformation de la plateforme. Et nous avons aussi des gains sociaux qui sont moins mentionnés, qui sont relativement importants, notamment le fait que le Togo a le taux de chômage le plus bas de l'Afrique de l'Ouest et un des plus bas d'Afrique. Voilà un peu le cadre. Merci beaucoup, Carlos. Très utile pour définir le scénario. If I may now, I would like to move to Aliko Dangote. Aliko is the private sector of Africa. He's one of the most, if not the most important businessmen of Africa, and he's working in 14 different countries, and therefore he has a view about what is the situation. Now, just following the words of Carlos, Africa has a lot of opportunity. The young people can carry the old people on the shoulder because they are in a large number now, and therefore the old, like me, are a little bit lighter than in the past. But these people need to find activities, jobs to use their potential. Now, sometimes the rental attitude of certain countries and activities is not the answer. It's true that Africa can do more in terms of mining and extraction of energy, but it's also true that these are sectors with a marginal productivity in the long term, so they cannot offer that much new jobs. More exploration can be conducted in Africa, if I am not wrong. $5 per square kilometer are invested in exploration, whilst in Australia 60. So more can be done. But that's not the answer. It's maybe part of the answer. One needs to look for other type of activity. And we will see what the private sector from other countries can do in terms of foreign direct investment in a second with a third speaker. But with you, I would like to say it's obvious that the solution needs to come from Africa. And it's obvious that the solution needs to use all the energies that exist in Africa in entrepreneurial terms, but also in skills that can be developed, thanks also to the young age that allow people to run faster. So, under your point of view, looking from the private sector, what needs to be reformed? What are the priorities that would help using these capacities? And in particular, when it comes to Togo, we see this port is a major asset.
Is it the only one? What other sectors could be developed? Well, thank you very much. First of all, I would like to congratulate His Excellency, the President, for his visionary, this in terms of having a lot of reforms here in Togo, and apart from that, putting this kind of Togo European Union Forum. And I must congratulate you, Your Excellency, for having this kind of forum, because this is what can actually attract foreign investment. Things have actually changed. You don't really now deal with government to government. What drives the engine of growth is private sector. And you are right, yes, Togo, first of all, let me talk about Africa. When you look at it today, the highest growing economies today, out of 10, 6 are in Africa. That's number one. Number two, despite the slowness in terms of growth, you can see, first of all, Togo has about 6% growth in their own economy since 2008, and they've been able to sustain that. They actually could do more. In Africa, we have average of about 5% growth. The only one that is much more than Africa is Southern Asia, with about 6 to 7% growth. So the opportunities here, when you look at it, you can read all sorts. I can stay here and be telling you what and what, but I'm sure you have all read about Africa. So there's quite a lot that we can actually do here in Africa. You are right. Togo is like a position of Singapore. You need to say, okay, fine, yes, I don't have the population, but then you have a bigger market. You have the ECOWAS. By the time that we signed the CFTA, you have now the larger African market. So with the kind of, security which you have here in Togo, you have the legal infrastructure, you have also the infrastructure in terms of the port. I mean, the deepest port that you can find today in West Africa is here in Togo. And, I mean, I was telling somebody that we're building a refinery in Nigeria, and the refinery that we're building, we're now faced with about 118,000 containers to be shipped to Nigeria, and our ports could not handle that. So majority of those containers are actually coming down to Togo, and then they are now going to be transshipped down to Nigeria. So that's one of the things that they have. But for Togo now, when you look at it, they need to face agriculture. They need to face agriculture. They need to face agriculture. Why I say so? Because they have the land, they have the climate, they have the water. All whatever they can produce here, they can take it around the other. Even the ECOWAS market is enough. It's about 315 million population. So really, they don't really need to go too far. Their market is here in West Africa. And if we sign the CFTA, then it's quite large. Let me go into other areas like phosphate. When you look at phosphate, Togo has one of the best. Togo should actually be producing fertilizer. They should not. I advise that they should not take their raw materials out there to be processed. Because the biggest challenge that we have in Africa is that we are used to exporting our raw materials to be processed elsewhere. You can see a typical example of cocoa today. 2 countries in West Africa, they produce 2/3 of cocoa, which is Côte d'Ivoire and Ghana. Out of this, they only earn what? They only earn about 6-8 billion at the highest, depending on the price of that year. 6 to 8 billion is nothing compared to chocolate market, which is $100 billion. So you can see the massive difference. If you are exporting raw material, you will not really make much enough. So Togo needs to go and say, okay, fine, what do we do now? One of the things that they need to do is to make sure that they do what you call import substitution. Import substitution, they should be producing what they consume and also exporting the excess. Because it is not sustainable when they are having imports of about 8 billion and export of about 2-point-something billion. That's not sustainable. But for it to be sustainable, they need to make sure that, yes, they improve much in terms of, investment code, which they have done.
If there's any improvement, I'm sure with the way that I know His Excellency the President, he can change at any time and redefine what they believe that they can attract a lot of investors, which other neighboring countries might not be able to. If they do that, then the sky is the limit. With this deep sea port, they need to make sure that the corridor going to this road network, going to other landlocked countries like Burkina Faso, they need to make sure that that's done quickly. And I'm sure they can get quite a lot of investors. I'm not saying that government should invest their money, but there are investors that can be given concessions where they can charge a toll, and it will be a win-win situation. Government will take the credit, and the entrepreneurs will make the money. And the entrepreneurs, at the end of the day, they will pay taxes. So it's like government is owning that same infrastructure. If you look at it today, you will be wondering, okay, fine, what could an entrepreneur do? An entrepreneur can do quite a lot. Let me give you an example of what we are doing. Today, we have, within the last 10 years, built 50 million tons of cement capacity. Okay, and we know that, yes, we realize that, look, a country like ours, Nigeria, is importing almost 98% of our petroleum products, which is also the case here in Togo. They are importing almost 100%, and most of the West African countries. So we decided to take a very bold step by spending about $14 billion to do, refinery and petrochemical. We are now doing 650,000 barrels per day refinery. Yes, there are a lot of challenges, but it is possible, and will be commissioning by next year, with about 1.3 million tons of polypropylene, polyethylene, all in the same site. We realize also Nigeria imports fertilizer, which does not really make sense. We have natural gas, we can do urea and ammonia, and we are also commissioning this year our urea and ammonia, which is 3 million tons, which is by far in excess of Nigeria's consumption. It's far in excess of West African consumption. Okay, so we need to now target like America, South America, or Latin America's market. Okay, so it could be done, but this thing has to be a partnership between government and private sector. What I would have loved to see in terms of this partnership between Togo and European Union is to now say, okay, fine, we do like AGOA, where they allow Togo to produce all the garments that are possible to be exported to Europe. Togo produced one of the best cottons in the world. The wax, we see the result. Cotton, yes. So if they produce cotton, the only thing that they need to do is not only to export cotton, they should either export the yarn, or they should export garments which are needed all over the world. They should take to Europe, they should take to America. This is why now you can have an inclusive growth. So the farmers will make quite a lot of money growing the cotton, and there's a ready market to produce garments. They don't really have to now go through the crisis of ups and downs of cotton prices, because that's just a raw material. So we need to look at all these things. But by the time that Togo put all these things, I am 100% sure that Togo will need a lot of their neighbors to come up and send more people to get jobs here. So it is very simple, it is easy. I know that people will say, well, how? But these are the issues. Togo has a much larger market. People should stop looking at the population of Togo. They should look at the population of ECOWAS or Africa in general. That's where, I believe that, we can have. Thank you, Aliko. And the idea is very clear. You see the applause. Togo needs to have an area of action and also of analysis which is wider than the country itself, and define its special assets that can serve this wider area. Mais maintenant, on revenant sur la question des investissements du point de vue européen. C'est suffisant de se balader à Lomé ou dans une autre des villes de l'Afrique de l'Ouest pour voir que
il y a plein d'entrepreneurs et qui travaillent énormément chaque jour pour faire leur travail. Ce n'est pas une question de manque d'entrepreneurship ou d'énergie. La fameuse idée que les gens ne sont pas performants parce qu'ils sont lazy, elle ne s'applique pas, ça suffit de regarder dans les rues. Donc, il y a de plus en plus des analystes qui nous disent en vérité ce qu'il manque, c'est une série de biens publics. Et les entrepreneurs, ils n'ont pas les externalités, comme ils disent les économistes en termes techniques, qui pourraient les aider à mieux manifester leurs capacités et leur organisation. Alors, vu du point de vue d'une entrepreneur européenne, et ici, bien évidemment, Étienne Giraud est le président du Conseil européen des affaires, donc qui mieux qualifié que lui pour nous donner une réponse? Quelles sont les actions qui pourraient être entreprises du côté européen ou du côté africain afin de faciliter la constitution de ces biens publics qui peut-être sont un petit peu déficientes? Merci Mario. Monsieur le Président de la République, Excellences, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux d'être ici et je me félicite de l'organisation de ce forum parce qu'il est axé sur la relation avec le secteur privé que je représente, puisque, comme l'a dit Mario, je suis président de l'EPCAM qui regroupe le secteur privé européen en Afrique, investi en Afrique, mais aussi du CIAN qui regroupe le secteur privé, les entreprises du secteur privé français investies en Afrique, et c'est très important et c'est très grand. Alors, le fait que le secteur privé et que le Président de la République ait mis cette liaison avec le secteur privé en avant est très positif pour nous, puisque je pense qu'il s'y alisait tout de suite dans le secteur tertiaire et franchir un saut en laissant l'industrialisation se développer dans d'autres régions du monde. On sait que c'est une théorie qui existe. Les Anglais, par exemple, assez souvent, ont dit qu'ils allaient développer des activités no factory, pas d'usine. Il y a même des groupes français que je connais bien qui ont dit « nous serons des groupes sans usine ». Je ne suis pas de cet avis et je ne partage pas ce point de vue. L'Afrique doit s'industrialiser. Quelle fatalité aurait ce continent, et il y aurait un pays comme le Togo, à laisser l'industrialisation, avec toutes les créations d'emplois qu'elle signifie, avec toute la création de valeur pour sortir de la malédiction des matières premières que vous citiez tout à l'heure, quelle malédiction obligerait l'Afrique à laisser l'industrialisation dans d'autres secteurs du monde? Il faut donc développer un secteur industriel, développer des industries et des entrepreneurs locaux, mais aussi étrangers, que je représente, pour ensemble franchir cette étape. Alors, il y a, devant cette évidence et devant la potentialité de l'Afrique, et de l'Afrique de l'Ouest et du Togo qu'on a cité tout à l'heure, qui est assez évident, je n'en reviendrai pas dessus, j'insisterai simplement sur la nécessité absolue d'aller vite. Je pense que nous sommes dans une course contre la montre. Il y a une croissance démographique telle, il y a 20 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi tous les ans. Nous avons devant nous un défi énorme et nous n'avons pas de temps à perdre. Et donc, il y a une petite musique, où il y a un petit signal faible que je ressens, qui est que quelquefois on peut dire, et certains pensent, que les entrepreneurs européens font preuve d'une certaine frilosité pour investir en Afrique. Et on nous cite toujours la vigueur des entrepreneurs et des entreprises chinoises, ou même la vigueur des entrepreneurs africains eux-mêmes, africains de l'Ouest ou marocains par exemple. Cette frilosité supposée des entreprises européennes, ça n'est pas non plus une fatalité, et je pense que pour y répondre, il faut traiter 3 obstacles qui se dressent devant eux. Le premier, c'est le climat des affaires. Vous ne pouvez pas demander à un entrepreneur européen d'investir en Afrique s'il ne sent pas un climat relativement positif. Ne vous méprenez pas sur mes propos, je ne demande pas à un entrepreneur de ne pas prendre de risques. C'est dans sa nature même qu'un entrepreneur doit prendre un risque industriel. En revanche, un climat relativement favorable, climat positif pour les entreprises, stabilité fiscale, je ne parle pas du niveau de l'imposition, je parle du fait que la taxation doit être égale pour tous, une justice qui peut permettre de résoudre les conflits commerciaux et finalement une image positive du secteur privé, c'est très important. Il y a une deuxième chose qui regarde, c'est les infrastructures. Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure, vous en avez aussi parlé.
Je sais que la mode est beaucoup à parler du digital, de la jeunesse, de la nouvelle économie, etc. Très bien, mais très bien. Mais n'empêche qu'il faut de l'électricité, il faut des routes, il faut des réseaux de communication, il faut des systèmes de santé et il faut un système éducatif. Donc nous plaidons aussi beaucoup pour ce deuxième critère. Et puis il y en a un troisième, si vous permettez Mario, que je voudrais mettre en avant, qui est celui de la taille des marchés. Et ça, la réponse, c'est l'intégration régionale. Les marchés africains, pris pays par pays, sont d'une taille relativement modeste. Et quand un investisseur regarde un marché et quand il dit finalement est-ce que je vais investir dans ce pays, il regarde la taille de l'investissement, il regarde le climat des affaires et si la taille est relativement modeste et qu'il la compare à un pressenti du risque élevé, il ne viendra pas. Et donc il faut sortir de la dualité terrible, je trouve, pour les investisseurs de comparer la taille du marché avec la perception du risque. Quand vous êtes un comité d'investissement, j'en ai pratiqué beaucoup, où on vous présente un investissement à 20 ou 40 millions d'euros et que vous regardez quel est le potentiel, 3 millions, 4 millions de consommateurs, un chiffre d'affaires relativement modeste, et en face, une perception du risque qui est mauvaise, la décision ne se fait en général pas en faveur du pays. Et on tourne la page et on passe à un autre dossier. Il faut absolument casser cette objection de la dualité risque-taille des marchés. La taille des marchés, Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure, c'est évidemment l'intégration régionale. Ça, c'est en bonne voie. Nous espérons tous que la zone de libre-échange continentale, qui voit le jour officiellement au mois de juillet, va déboucher rapidement sur des facilités pour intégrer les marchés. Ça n'est pas histoire de faire de la place pour les grands groupes multinationaux. On me dit souvent, mais vous êtes en train de plaider pour les grands groupes multinationaux qui vont dominer les marchés locaux. Ça n'est pas ça. Il faut comprendre que si vous voulez faire un investissement de plusieurs millions d'euros ou de dollars, il faut qu'il y ait des clients en face pour l'amortir. Et donc, il faut agrandir le marché. Quant à la perception du risque, on peut en reparler peut-être après dans un deuxième tour, mais un seul mot, il faut dérisquer l'Afrique. L'Afrique, elle n'est pas plus risquée que d'autres continents, pas plus. Et par ailleurs, elle a évidemment des risques, il faut dire la vérité. Ça n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des difficultés, des obstacles, mais chacun a une réponse technique possible. Et donc il faut convaincre, et c'est notre travail à nous tous, secteur privé, bailleurs de fonds, secteur public, de convaincre les opérateurs d'aller investir et de surmonter ces difficultés. Merci beaucoup. Chers messieurs et dames, Monsieur le Président, on commence à voir apparaître des réponses qui convergent entre autres, c'est-à-dire Carlos, il nous rappelle les énormes opportunités et l'optimisme de fond que nous guide tous en vérité vis-à-vis de l'Afrique. Et à ce fin, Carlos il nous dit, eh bien, il faut faire attention et sortir d'une logique de rentier. Il faut faire des politiques industrielles, modifier la structure productive, faire ce que l'agenda 2063 nous dit, la transformation productive. Et cela demande politique et autres actions. Et nos collègues y rajoutent qu'il faut avoir une vision qui est une vision d'identification des assets. Et cela, ça ne se fait pas nécessairement à l'intérieur d'un pays, mais plutôt au niveau régional. Et les opportunités, comme il nous a été rappelé, sont évidentes. Je me permettrai de faire un deuxième tour de questions, parce que, voilà, là, il faut aussi observer les choses dans une autre logique, qui est comment est-ce qu'on va soutenir et financer tout ça? Alors, la situation internationale n'est pas la plus resplendissante des dernières années. On pourrait penser donc que les aides et la coopération au développement pourraient augmenter, et en vérité, ils vont dans la direction opposée. Quand on regarde les chiffres des ODA, on se rend compte que cette année, ils étaient moins que dans le passé. Et en plus, ils ne sont pas nécessairement directionnés aux pays qui ont le plus de besoins. Alors, on pourrait dire, ah bien, mais il y a les remittances, les transferts de migrants, qui sont la deuxième source de financement, souvent en Afrique, où, en quelque sorte, le développement africain est financé par les Africains ailleurs. Eh bien, là aussi, il y a des tensions dans la dimension des migrations, donc il n'est pas clair qu'est-ce qu'on pourrait faire. Les investissements étrangers pourraient être une source importante de financement, mais on l'a vu.
bien qu'indispensable, elle n'est pas suffisante. Il faut des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine? Est-ce qu'il faut envisager aussi des réformes fiscales pour financer toutes ces politiques qui sont indispensables parce que les atouts, comme tu as dit avant, ils sont là. Quoi faire dans ce domaine? Bon, je ne vais pas mettre dans l'embarras Aliko Dangote, mais sa fortune personnelle, c'est 2 fois le PIB du Togo. Et sa raffinerie, c'est 3 fois le PIB du Togo. Donc il y a de l'argent en Afrique. Il y a de l'argent, donc des gens comme Aliko Dangote, d'après la dernière étude de Afro-Asia Bank, représentent à peu près 920 milliards de dollars. Donc des individus avec des fortunes en Afrique. Donc ça, c'est beaucoup d'argent. Si nous allons vers les fonds de pension en Afrique ont 1000 milliards de dollars d'accumulation actuellement. Si nous pensons par exemple en termes de taxes, nous avons la pression fiscale la plus basse de tous les continents, à peu près 17% par rapport à la taille des économies. La moyenne mondiale, c'est à peu près 35%. Il suffit d'augmenter de 1%, de 17 à 18% la pression fiscale pour qu'on puisse avoir plus d'argent que l'ensemble de l'ODA, de l'aide publique au développement, APD. Donc, c'est la fiscalité qui doit s'améliorer. Elle s'est améliorée. Depuis une quinzaine d'années, on a passé de 163 milliards de dollars dans l'année 2000 à 600 plus milliards de dollars actuellement. Donc la fiscalité, c'est la réponse, ce n'est pas l'aide publique au développement. Par contre, donc nous avons de l'argent déjà dans le continent. Et bien sûr, nous sommes intéressés à faire venir de l'argent de l'extérieur du continent. Alors là, par exemple, nous regardons que l'Europe est, comme Union européenne, le premier investisseur en Afrique. Et ça, c'est mentionné souvent. Et c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a une érosion de cette tendance. Donc, il y a de moins en moins d'investissements européens par rapport à d'autres qui montent très vite, comme par exemple la Chine qui est mentionnée, mais aussi des pays comme les Émirats arabes unis, comme la Turquie, comme l'Inde, la Corée du Sud, et même le Japon est en train d'augmenter actuellement. Donc, nous avons ici plutôt un stock d'investissement étranger qui est relativement consolidé, qui est surtout européen, et nous avons une érosion de ce rôle. Donc ça veut dire qu'il y a la question du risque. Et c'est justement ce qu'Étienne vient de nous mentionner. Et comment pouvoir dépasser cette problématique est très importante. Mais le message principal à faire passer, c'est que ce n'est pas un problème d'argent. Donc il y a énormément d'argent déjà en Afrique qui part vers l'extérieur. Je vais vous donner juste un exemple qui est frappant parce que c'est un exemple de ce mois-ci. Donc la Banque centrale d'Afrique du Sud a autorisé le déplacement d'une partie de la cotation de la plus grande entreprise d'Afrique, Naspers, vers la bourse d'Amsterdam. Cette opération a permis à Naspers, la plus grande entreprise d'Afrique, de placer à Amsterdam 120 milliards de dollars. Donc nous regardons les statistiques de la CNUSED sur l'ensemble des investissements qui sont entrés en Afrique l'année dernière, et nous sommes à peu près à 40 milliards de dollars. Donc une opération d'une entreprise africaine autorisée par un régulateur africain a permis de passer à l'Europe beaucoup plus d'investissements que l'ensemble de l'investissement qui vient de l'étranger, en provenance de l'étranger, vers l'Afrique. Donc voilà, c'est une question d'avoir les bonnes politiques aussi. Ce n'est pas seulement une question de parler d'opportunités, une question de parler de risques, de parler de beaucoup d'autres éléments qui sont importants aussi. C'est aussi une question de politique et de choix. Et très souvent, les Africains font les mauvais choix. Merci.
Merci, Carlos. Ça me permet d'aller, it allows me to go 1 mile further and to say, okay, therefore, in many cases, financial resources are there, but still there is an issue that they have to go where they are needed. And so how banks, local banks, operate, how they provide the financial support to the many initiatives that exist. So I don't think that there is a better person than Aliko to address this issue. Is the system functioning well at the local level? How do you perceive the financing of initiatives, African initiatives, in the continent? Well, thank you very much. I think one of the biggest issue and challenge that we have is actually lack of domestic banks. Because if you don't have domestic banks, you have international banks opening branches and co. It is a bit difficult for them to assist the local entrepreneurs to be able to leapfrog. Okay, because there's this, what you call, even the European Union or generally worldwide, when they look at Africa, they look at that same perceived risk is still there. Okay, there's nothing that does not have a risk. Even now, you know, you've all arrived safe, but nobody is sure that, yes, you're 100% sure you are returning safe if you are flying. So, you know, there's a risk in every single aspect of life. But I think in Africa it's more of a perceived risk. If now, let me give you an example. Even today, when we now rolled out a project of almost about $18 billion, out of the $18 billion, we're actually going to end up funding maybe 65% of that money at the end of the day. There's nowhere in the world that you go and you have this sort of lack of leverage. You need to leverage to be able to leapfrog. But in Africa, what we need to do is mainly to support and make sure that we create our own local banks. The local banks can help and assist the indigenous faster. Why does it have to be the indigent? It is very difficult for us to sit here as Africans and we believe that, yes, either Europeans or Americans are the ones that can come and create our economy. We have to do it ourselves. Africans must lead in this trajectory by opening up, by creating their own economy. It's true. Do we have the funding? No, we don't. But if we don't have them, we need a partnership. We need partners from Europe. There's nothing. There's no European company that can just jump into Togo and say that, yes, I want to do my own business. They would like to partner with a local person. But even if Togo doesn't have a local person, Togo is in a bigger market. It's an ECOWAS, it's part of ECOWAS. I am also, by definition, a Togolese because I carry a ECOWAS passport. Like today now, I came from Nigeria, but I came with only an ID. I didn't come with even passport. I came with ECOWAS ID, which is good enough. So I think we need to deepen and make sure that, yes, these are our regional markets, they work, and then the CFTA will be signed, and then we will now have a much larger market. The perceived risk of people thinking that, yes, it's not going to work, it will work, because I've not seen any company, any serious company that has opened business, and they claim that, yes, they've gone bankrupt, and they lock that business, or they close down the business and go back. There's quite a lot. There's a market that I think you can actually drive from. If Togo does not have, because that's the specific thing that we're discussing today about Togo. If Togo doesn't have that big market, please think about the ECOWAS market, and which is by far much larger than, which is 20 times, more than 20 times the Togolese population, because you need the market. This is where you can produce things. You have your own market. And the infrastructure is there. I cannot really fault. I told you that this port that they have is not even operating at 40% capacity as we speak today. So there's more business that could actually, open. One of the areas that you can look at, you can invest in an industrial park.
which I think is part of the national development plan that the president has. The industrial one or the agri-based business can also be there. Number one, when you look at Togo, okay, fine, what do you think that Togo can do? Togo can do quite a lot in agriculture. And what I keep saying, for us to now be able, especially in Africa, to take most of these youth and give them jobs, we need to concentrate on agriculture because we have 60% of the world's arable land. We have the best, what do you call it? We have the best climate. Whatever you can grow, when you look at the world map, whatever you can grow in Brazil could actually be grown here in Africa. So we have what it takes. The only problem that we have is this perceived risk. That's number one. Number two, people are always waiting to see that, look, let these Africans lead in terms of investment, then we will follow. But you can also partner. You can partner with Africans. You don't have to come on your own. So, on a deux morceaux additionnels dans cette tentative de construction d'une vision, d'une stratégie qui est déjà là, parce que le PND dit beaucoup de choses qu'on vient de discuter ici, mais on a deux morceaux additionnels. C'est très important, je pense, le point qu'il faisait Carlos. En tout cas, il m'a fait venir à la mémoire une chose que j'ai regardée hier soir pour préparer aussi cette conférence. Quand on regarde le ratio entre taxes et PIB, en Amérique latine, on voit qu'effectivement, les choses sont un petit peu meilleures qu'en Afrique, comme disait Carlos. Et il est connu que le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine, ils ont des taux de taxes sur le PIB qui sont comparables à la moyenne de l'OCDE. C'est 34 la moyenne de l'OCDE, et à peu près, ils sont là. Et presque pour inertie et paresse intellectuelle, on pense que l'Afrique est nécessairement pire. Et alors, j'ai regardé les données, le taux d'impôt sur le PIB en Tunisie est 31% du PIB. En Afrique du Sud, est 29%. Au Maroc, c'est 26%. Le Chili, qui est souvent nommé comme un pays qui a fait beaucoup, est à 24%. Donc, on voit que ces efforts de réorganisation des finances publiques sont possibles. Ils sont faits. Et ils sont possibles. Donc là, ça vient une source très importante de financement des politiques publiques. Mais comme on disait à l'instant, on a aussi le partenariat public-privé. Et pourquoi pas, des fois, avec des acteurs qui ne sont pas nécessairement seulement africains. Donc, de ce point de vue, vous avez déjà appelé la question avant. Quand il s'agit du risque, donc, qu'est-ce que vous voulez nous compléter ? Ce que je voudrais dire sur la question, notamment absolument essentielle du financement, c'est que je rejoins d'abord tout à fait ce qu'a dit Carlos, qui est que en Afrique, c'est pas l'argent qui manque. Il y en a beaucoup. Vous avez cité le chiffre des fonds d'investissement, 1000 milliards de dollars, des fonds de pension, pardon. Mais il y a les fonds d'investissement aussi, et les banques en Afrique sont assez souvent cash riches. Elles ont des liquidités, et pourtant, on n'arrive pas, ou on a beaucoup de mal à financer les investissements. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut distinguer deux types d'acteurs. Il y a les groupes internationaux, comme celui d'Aligo, il y a les grands groupes internationaux européens, les grands groupes africains, et il y a les petites PME. Et si on est d'accord sur l'idée que j'exposais tout à l'heure de la nécessité de l'industrialisation et de la création de valeur en Afrique, il faut largement s'appuyer sur les PME. Et là, on entre dans une course d'obstacles quasiment insurmontable pour les entrepreneurs. Ça, c'est une difficulté. Deuxième point quand même qu'il faut souligner, c'est qu'il y a aussi la question du secteur informel. Je ne reviendrai pas. Alors, il me semble que devant cette situation, les entrepreneurs, ils souffrent de deux grandes difficultés. D'abord, l'argent est cher. Il y en a, mais il est cher. Je rappelle qu'une PME africaine qui a besoin de s'endetter pour financer un investissement, le fait, si elle n'est pas très solide et pas très connue, à un taux de 15 à 16%. Vous imaginez quel est le retour sur investissement de votre projet si vous commencez par payer 15 ou 16% d'intérêt. J'ajoute que vous avez l'impôt minimum. Je ne suis pas certain, Carlos, que ce soit une fiscalisation accrue qui résolve ce problème. Mais il y a beaucoup de choses. Et donc, finalement, vous êtes obligé, quand vous lancez un projet, d'avoir un retour sur investissement de 20 à 25%. Et ça, c'est un obstacle
terrible. Donc il faut lutter contre ça. Donc les 15%, l'argent est cher. Et la deuxième chose qu'on va demander à l'entrepreneur, c'est de donner des garanties. Je vous parle d'expérience. Les garanties qui sont demandées à un entrepreneur, que ce soit un grand groupe ou une PME, sont très difficiles à trouver. Le grand groupe pourra donner des garanties dites corporate de sa maison mère, il pourra le faire. Mais le petit entrepreneur ou l'entrepreneur moyen, il peut donner ses actifs, il peut donner sa maison, il peut donner son fonds de commerce. Mais il y a un moment où il ne peut plus rien donner. Et donc cette situation de coût de l'argent cher et de demande de garanties excessives qu'on ne trouve pas dans d'autres régions du monde, il y a une seule raison à ça. C'est le risque perçu de l'Afrique. Cette situation est le coût que l'on fait payer à la perception du risque. Et donc je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Il faut dérisquer l'Afrique. Ça n'est pas une lubie, c'est absolument essentiel économiquement. Alors je voudrais porter à votre attention, me semble-t-il, une ou deux pistes pour résoudre ça. Le premier donc, c'est de dérisquer l'Afrique de manière à faire baisser ses taux d'intérêt. Et le deuxième, peut-être, c'est d'inventer un nouveau partenariat entre le secteur privé et les grands bailleurs de fonds. Il y a beaucoup d'argent public sur le long terme qui est envoyé en Afrique. Je pense par exemple, je parle devant le vice-président de la Commission européenne, au Fonds européen d'investissement, le fameux FED, qui s'élève à peu près à 30 à 32 milliards d'euros sur une période de 4 à 5 ans. C'est beaucoup d'argent en dons. Ce que j'appellerais de mes vœux, en tant que représentant du secteur privé, c'est qu'un soupçon, pas trop, mais un petit soupçon de coopération avec les entreprises, avec les secteurs privés, entre dans ces financements publics des bailleurs de fonds internationaux, qui ne doivent pas être exclusivement orientés vers les États, mais qui devraient aussi financer les entreprises. Ce qui veut dire que les entreprises doivent participer à la conception de ces plans de développement et on doit faire appel à des projets. Il n'y a pas que les programmes publics à financer. Il peut y avoir les projets d'entreprise. Et pourquoi ne pas imaginer des entreprises qui vont voir les bailleurs de fonds et qui disent « Moi, j'ai un projet, je veux construire un hôpital, une clinique, une cimenterie, une usine de transformation, ça coûte 5-10 millions, est-ce que vous voulez bien m'aider à le financer ?» Et l'aide publique pourrait en partie être orientée vers ce secteur à condition qu'on fasse appel à projet. Et puis j'ajoute un dernier point, après j'en aurai fini, c'est que si tout cela pouvait se passer dans de l'agilité et de la rapidité, on apprécierait beaucoup. Le rythme des bailleurs de fonds et des financements publics n'est pas le même que le rythme du secteur privé. Il y a souvent de la bureaucratie, des procédures qui ralentissent beaucoup les choses et qui quelquefois les découragent. Les nouveaux acteurs dont on parlait tout à l'heure ont une autre manière de voir les choses. Comme vous le savez, très souvent, les entreprises chinoises arrivent avec un financement à 100%. Nous autres, Européens, on est beaucoup plus dans le partenariat avec des acteurs et des partenaires économiques africains, mais aussi partenariat dans les financements, qui sont souvent des multifinancements. Et là, assez souvent, les difficultés commencent. Quand vous avez la Banque mondiale, l'Union européenne et 2 banques privées qui sont un consortium de financement, vous en avez pour 1 an. Entre-temps, on n'a pas créé d'emploi ou entre-temps, d'autres acteurs ont pris la place. Merci beaucoup. Comme vous voyez, la discussion, elle s'anime de plus en plus et là, donc, arrivent des pensées de l'escalier, disons. Mais malheureusement, on doit conclure. Mais, Monsieur le Président, je suis très content parce que, bien évidemment, avec des acteurs comme Carlos Lopez, Aliko Dangote et Étienne Giraud, c'est très facile d'organiser une discussion, mais il me semble qu'elle a été productive. Elle nous a apporté des idées très claires sur le rôle d'abord que le Togo joue en termes de développement économique dans la région, pour l'Afrique en général, l'importance des politiques industrielles et des transformations productives, l'importance du secteur privé dans différentes formes, mais aussi l'importance du secteur public. Et les considérations qui ont été faites, qui peuvent servir pour le plan national du développement quant au financement, les réformes fiscales, doivent être faites si en même temps on assure que les investissements étrangers donnent aussi leur contribution au financement des politiques publiques. Et c'est pour ça que je me réjouis de souligner le travail que l'OCDE fait dans ce domaine pour limiter l'érosion des taxes qui devraient être payées là où la valeur ajoutée est produite et pour aider
les pays à définir des négociations avec les entreprises de façon appropriée, comme un programme qui s'appelle Tax Inspector Without Borders, par exemple. Donc, pour toutes ces raisons, je me réjouis beaucoup et j'espère que ça a été utile pour vous tous et pour le président en particulier. Pour moi, en tout cas, ça l'a été. Merci.